Le premier roi démon a régné 1000 ans avant d'être vaincu par un inconnu. La rumeur dit que 7 jours se sont écoulés depuis que le roi a été remplacé. Mais avant que le nouveau roi démon n'établisse son autorité, la maison royale a cherché des guerriers pour le vaincre. C'est ainsi qu'une nouvelle légende était sur le point de s'écrire à travers un jeune garçon nommé Hans. Dans la ville d'Hermie, les guerriers s'étaient rassemblés. Un homme les informa que parmi eux tous, un seul guerrier serait choisi pour attaquer le roi démon, et ce serait le dernier homme debout dans l'arène. Il présenta ensuite les autres membres du groupe de héros, comme la meilleure archère Akna et le magicien Adim. Il ajouta également qu'avec l'aide d'un guérisseur, ils obtiendraient l'honneur de tuer le roi démon. Par conséquent, il les exhorta à se battre et à survivre jusqu'à la fin. À ce moment-là, Hans remarqua un vent immense à ses côtés. En regardant, il découvrit un chevalier empli d'une puissance colossale. Voyant cela, les gens alentour s'excitèrent en voyant apparaître le commandant des chevaliers. De plus, ils remarquèrent aussi l'homme à côté de Hans. En levant les yeux, ils le reconnurent. C'était Bak, le maniaque de la guerre aux 100 victoires, et il interpellait déjà Hans. Bak lui demanda alors si Hans était venu par erreur et lui dit de partir pour éviter de se blesser. Au même moment, le commandant des chevaliers considéra Hans comme un enfant et remit en question sa vision de la fierté chevaleresque. Mais Hans se contenta de sourire et répondit que la fierté d'un chevalier était d'amener ses subordonnés dans un endroit où un seul guerrier pouvait survivre. En entendant cela, le commandant des chevaliers et Bak furent clairement provoqués, alors ils attaquèrent Hans simultanément. Voyant cela, Hans se demanda un instant si la situation était dangereuse. Y réfléchissant, il reporta alors son poids sur ses pieds, mais la force de son pouvoir fit bouger le sol et projeta les gens alentour dans les airs. Alors qu'ils étaient projetés vers le haut, Bak et les autres furent remplis de peur face aux actions de Hans. Pendant ce temps, Hans dégaina son épée et les frappa tous en même temps. Après cela, Bak et les autres furent laissés inconscients sur le sol. Témoins de cela, Akna et son groupe furent stupéfaits. Tout comme eux, les yeux du juge s'écarquillèrent également sous le choc. D'autre part, les spectateurs éclatèrent en acclamations et en éloges pour Hans. Sur ce, le juge loua immédiatement son talent et lui demanda son nom. En réponse, Hans déclara que son nom était Hans. Avec cela, le juge le nomma avant-garde de l'équipe d'extermination du roi démon. Pendant que tout le monde célébrait encore, quelqu'un observait depuis un bâtiment voisin. Alors que l'homme se tenait silencieusement près de la fenêtre, on lui demanda son avis sur la performance de Hans. Il répondit alors que Hans semblait utile et décida de l'envoyer. Plus tard, à l'entrée du château du roi démon, Hans et son groupe arrivèrent. En chemin, Hans nota que les défenses étaient bien plus faibles qu'il ne l'avait imaginé. Normalement, la forêt du roi démon était cachée par une barrière, mais Akna pensait que le nouveau roi démon était incompétent, ou peut-être avait-il utilisé tout son pouvoir pour détrôner l'ancien roi démon. Néanmoins, Adim pensait que c'était en fait une chance, car ils auraient pu se perdre autrement. Soudain, Akna cria que le guérisseur était lent et dit qu'il devrait au moins savoir marcher. En entendant cela, Adim devina que leur guérisseur était déjà effrayé et se demanda s'ils avaient fait le mauvais choix. Cependant, Hans rappela à tous que leur équipe avait besoin de lui et qu'ils ne devaient donc pas le traiter de cette façon. À ce moment-là, le guérisseur halta soudainement. Remarquant cela, Adim s'alarma. Alors, il dit précipitamment à Hans de regarder derrière lui. En entendant cela, Hans se retourna sous le choc, mais le monstre fut trop rapide et le frappa. Voyant cela, Adim prépara rapidement sa magie de feu tandis qu'Akna arma son arc. Pendant ce temps, le guérisseur restait juste derrière eux, tremblant en tenant son livre. Remarquant cela, Adim l'exhorta à leur donner un buff. Cependant, Hans leur ordonna de ne pas perdre de temps et d'attaquer en premier. Même alors, le guérisseur resta figé sur place. Ignorant cela, Adim commença à modeler sa magie et fit signe à Akna. En réponse, Akna tendit la corde de son arc et décocha sa flèche. À ce moment-là, les flammes d'Adim enveloppèrent la flèche et elle vola droit dans le corps du monstre. Immédiatement après, Hans dégaina son épée. Pendant ce temps, il commença à accumuler de la puissance. Après cela, il se précipita vers le monstre avec une vitesse incroyable. En un instant, il l'atteignit. Alors il renforça son épée et frappa avec une force écrasante. En conséquence, le corps du monstre s'effondra facilement. Après cela, Hans se tourna vers son équipe avec l'intention d'expliquer. Mais au lieu de cela, il vit Adim confronter le guérisseur et lui demander pourquoi il n'avait rien fait. Adim lui rappela également qu'un guérisseur était censé donner des buffs pendant la bataille. Immédiatement, Hans intervint en disant que le guérisseur était seulement surpris, mais Adim jura de s'occuper de lui après leur retour. Cependant, le guérisseur se mit soudainement à rire, ce qui troubla Hans. Il les ridiculisa ensuite pour avoir à peine vaincu un golem si faible malgré l'absence de buff. En entendant cela, Akna le traita de fou et dit que le golem était au moins de niveau 1 et demanda s'il manquait de connaissances de base. En réponse, le guérisseur ramassa une pierre et demanda s'ils étaient certains que c'était un golem de niveau 1. Il fit ensuite remarquer que ce qu'ils avaient réellement vaincu n'était que cette pierre. En écoutant cela, Akna demanda ce qu'il voulait dire. Le guérisseur expliqua alors que donner vie, augmenter la taille et renforcer la puissance, c'était les buffs qu'il avait placés sur la pierre.
Après cela, il désigna un énorme rocher à proximité et demanda ce qui se passerait s'il y appliquait les mêmes buffs. En entendant cela, Adim et les autres devinrent nerveux. Malgré tout, le guérisseur procéda à lancer sa magie sur l'énorme rocher. Bientôt, une puissance immense l'entoura. Voyant cela, Hans, Adim et Akna fixèrent la scène sous le choc. Peu de temps après, un golem imposant s'éleva devant eux et la terreur envahit leurs expressions alors qu'ils lui faisaient face. À ce moment-là, le guérisseur retira sa capuche et les regarda. Il sourit alors et demanda de quel niveau était le golem maintenant. Tremblant, Adim supplia pour sa vie, mais le golem le frappa rapidement. Immédiatement, l'impact résonna bruyamment dans les environs. Pendant ce temps, les yeux de Hans se plissèrent sous le choc, réalisant à quel point le golem était proche de lui après avoir écrasé Adim. Pendant ce temps, le guérisseur ordonna à sa servante bête d'ouvrir la porte et elle obéit immédiatement. Bientôt, un portail apparut devant lui. Quand on lui demanda ce qu'il fallait faire de Hans, il répondit que Hans n'avait rien à voir avec leur véritable objectif et qu'il devait être laissé derrière. Après cela, il entra dans le portail. Une fois assis sur son trône, Beth remarqua qu'il devait être fatigué. Ses yeux s'abaissèrent alors, tandis que Bess l'appelait le roi démon Alan. Le souvenir d'Alan commença le jour où son père revint de la guerre. Loués par le peuple, leur équipe sortit du donjon, propre et sans aucune blessure, à l'exception de son père qui marchait tout à l'arrière. Malgré cela, personne ne montra de tristesse pour lui, puis à l'âge de 12 ans, Alan devint guérisseur aux côtés d'une fille nommée Maddie. Après cela, il fut plus blessé par ses coéquipiers que par les monstres. Pourtant, il endura car c'était le seul travail pour nourrir sa famille. De plus, il semblait que Maddie travaillait aussi comme guérisseuse pour le bien de sa famille. À cause de cela, elle était toujours à ses côtés, et ensemble, ils se consolaient mutuellement et enduraient chaque jour qui passait. À un moment donné, le chef de leur groupe le confronta. Il réprimanda Alan pour ne pas avoir utilisé ses buffs correctement. Il affirma que si Alan avait bien fait les choses, il n'aurait pas été blessé. Alan dit alors qu'il avait donné tous les buffs et maintenait la barrière, mais au lieu d'écouter, le chef le frappa. Il se moqua d'Alan pour avoir répliqué et demanda s'il se croyait son égal juste parce qu'il était dans l'équipe. Il dit aussi que si les buffs étaient tout ce qu'Alan pouvait faire, il devait les faire correctement et le défier sinon. En entendant cela, Alan le fixa avec des yeux meurtriers. Le chef répondit alors en le frappant du pied. Pendant ce temps, il le réprimanda d'oser le regarder de cette façon. Il continua ensuite à frapper Alan en criant que son maître lui parlait. Il déclara même qu'un chien qui mord son maître devrait être tué. Cependant, quelqu'un lui attrapa soudainement la main. Quand l'agression cessa, Alan fut confus, mais il vit Maddie s'avancer et s'excuser auprès du chef tout en promettant qu'il ferait mieux la prochaine fois. Elle continua également à tenir son point, même si elle-même semblait terrifiée. Voyant cela, le chef sourit et demanda si elle le pensait vraiment. Il lui attrapa alors la main et exigea qu'elle s'excuse à la place d'Alan. Après cela, il l'éloigna malgré ses supplications. Voyant cela, Alan cria de panique et tenta de l'arrêter, mais l'archer arma son arc et lui ordonna de ne pas bouger. On lui rappela également que les guérisseurs ne pouvaient pas blesser les guerriers et que le chef pouvait le tuer d'un seul faux mouvement. Alors que la flèche était braquée sur lui, Alan réalisa à quel point les guérisseurs pouvaient être facilement tués. Mais il réalisa aussi ce qui arriverait à Maddie, alors il se précipita pour la sauver. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, il s'arrêta soudainement, parce que Maddie le regarda en arrière avec un sourire comme pour le rassurer. Après cela, elle suivit le chef. Par conséquent, Alan fut laissé tout seul. Le lendemain, Alan resta dehors sans dormir. Soudain, il remarqua un mouvement et se tourna vers lui. En voyant les autres, il appela immédiatement le nom de Maddie. Mais le chef demanda simplement pourquoi il était toujours là. Ignorant cela, Alan exigea de savoir où était Maddie. Il s'excusa. Il expliqua qu'elle avait trop résisté, alors il l'avait frappée une fois et elle était juste morte. En entendant cela, Alan fut frappé d'incrédulité. Pendant ce temps, le mage à côté du chef lui murmura quelque chose. Après cela, le chef informa Alan qu'il avait été expulsé de l'équipe et qu'il chercherait un autre guérisseur. En partant, le chef se moqua en disant qu'Alan et Maddie avaient échoué même ensemble. Alors il ne se souciait plus d'Alan. Pendant ce temps, Alan s'effondra en larmes et les maudit. Alors que ses larmes tombaient vent sur le sol, du sang suivit et il ne put s'empêcher de les appeler des meurtriers. Les mains tremblantes, il serra les poings et se mordit les lèvres avec force. Mais maintenant, il est déterminé et il jura de les tuer. À l'époque, Alan et Maddie regardaient toujours le ciel nocturne ensemble. Ce faisant, Alan commentait souvent à quel point c'était magnifique. Il dit même qu'il serait heureux de regarder le ciel avec elle pour le reste de sa vie. En réponse, Maddie dit qu'elle ressentait la même chose. Cependant, elle s'arrêta soudainement et son visage se transforma en os alors qu'elle le regardait et lui demanda pourquoi il ne l'avait pas sauvé. En entendant cela, Alan se réveilla rapidement de son sommeil.
Sur ce, il commença à reprendre son souffle, mais son corps tremblait aussi de manière incontrôlable, et tout ce qu'il put faire fut de baisser la tête de désespoir. Après cela, il s'enfuit dans la recherche. Il ne savait plus comment il mangeait ou dormait, car tout ce qu'il faisait était de poursuivre ses études. Chaque fois qu'il s'arrêtait, le cauchemar revenait, alors il se força à continuer, jusqu'à ce qu'il perde finalement la raison. C'est ainsi que 5 ans passèrent, et sa recherche fut enfin terminée. Après cela, la soif de vengeance remplit son esprit. À cause de cela, il décida d'ouvrir enfin sa porte. Soudain, quelqu'un lui demanda où il allait et cette personne était Meidi. Il lui dit alors d'attendre car il avait trouvé un moyen de se venger et de la faire revivre. Cependant, elle le prévint qu'il pourrait mourir s'il y allait. Malgré tout, il ne répondit pas et continua d'avancer, sachant qu'il n'avait plus le choix maintenant, qu'il avait trouvé un moyen de la faire revivre. Peu de temps après, il atteignit le domaine du roi démon. Là, quelqu'un apparut devant lui et c'était le roi démon debout au sommet de son château. Le roi démon descendit immédiatement. Au même moment, il nota qu'Alan était le premier à venir seul et le qualifia de courageux. Cependant, Alan remit en question cette affirmation. Il commença alors immédiatement à libérer sa magie. À cet instant, un cercle magique massif se forma sur le sol. Voyant cela, le roi démon devint intrigué. Soudain, une main squelettique émergea du sol, suivie d'un crâne qui le fixa avec des yeux meurtriers. Au même moment, d'autres squelettes apparurent autour d'Alan alors qu'il déclara qu'il n'était pas seul. Voyant cela, les yeux du roi démon s'illuminèrent et il déclara que cela devenait intéressant. L'un des squelettes l'attaqua alors immédiatement, mais il attrapa facilement sa tête et l'écrasa. Suite à cela, un autre squelette se précipita d'en bas et balança son épée, mais le roi démon la sectionna avec son bras. D'un seul mouvement de la main, il frappa avec succès les squelettes environnants et ils furent soudainement coupés en deux. Après cela, leurs corps tombèrent au sol. Pourtant, d'autres squelettes continuèrent d'approcher. Alors, le roi démon utilisa sa vitesse. Avec cela, il réussit à les atteindre en un instant, où il les abattit, les forçant au sol et les décapitant un par un. Malgré tout, les squelettes restants se précipitèrent vers lui ensemble, et tout à coup, ils l'encerclèrent. Après cela, ils commencèrent à s'empiler sur lui. Voyant cela, Alan déclara que cela n'aurait pas de fin, puisque toutes les personnes que le roi démon avait tuées continueraient de venir pour lui. Cependant, le monticule de squelettes empilés commença soudainement à briller. Voyant cela, Alan fut clairement choqué. À ce moment-là, une lumière puissante jaillit en direction du roi démon. La force était si forte qu'Alan leva les bras pour se protéger du vent déchaîné. Quelques instants plus tard, le roi démon émergea de la lumière, déclarant que ce n'était encore que le pouvoir d'un seul humain. Sur ce, il demanda si Alan croyait vraiment que quelque chose comme ça pouvait fonctionner contre lui. En entendant cela, Alan fut encore plus surpris. Néanmoins, il sortit son livre et commença à dessiner un autre cercle magique. Avec cela, il réussit à invoquer un autre squelette. Après cela, il attacha plusieurs roches au squelette et bientôt ses mains et son visage durcirent. Avec cela, il créa avec succès un golem. Voyant qu'Alan avait utilisé un squelette comme structure du golem, le roi démon insista toujours sur le fait que ce n'était qu'une pierre. Cependant, le golem commença à bouger, tandis qu'Alan demanda s'il était vraiment certain. Après cela, le golem se précipita vers le roi démon. En un instant, le golem réduisit la distance, il leva alors son bras pour frapper, mais le roi démon bloqua l'attaque et étudia comment Alan utilisait la propulsion avec le terrain volcanique. Ignorant cela, le golem frappa à nouveau. Cette fois, il réussit à toucher le roi démon et le projeta en l'air par la force. Malgré tout, le roi démon ne put s'empêcher de trouver cela amusant. Le golem se tourna alors dans sa direction et se précipita vers lui une fois de plus. Quand la distance se réduisit, tous deux se préparèrent à frapper. Le roi démon attrapa le coup de poing du golem en saisissant son poing et contre-attaqua avec un puissant coup de sa propre main. Il continua ensuite à donner des coups de poing, laissant le golem incapable de riposter. Pendant ce temps, Alan observait silencieusement la bataille se dérouler, mais la vitesse du roi démon laissait de multiples cratères dans le sol. Quoi qu'il en soit, le roi démon se précipita et enfonça sans relâche son genou dans l'estomac du golem. Par conséquent, l'impact fit vaciller le golem de douleur. Mais le roi démon ne perdit pas de temps et leva la main pour frapper à nouveau. Ainsi, la force du coup envoya le golem vers le bas et le projeta au sol. Il leva ensuite sa main une fois de plus et commença à y accumuler de la puissance. Voyant cela, le golem ne put que regarder la lumière de l'attaque envelopper son corps. Pourtant, le roi démon refusa de s'arrêter. À cause de la force écrasante, Alan fut contraint de se protéger avec une barrière. Soudain, le roi démon se précipita vers lui. Il lança alors un coup de poing sur la barrière et elle se brisa instantanément, laissant Alan momentanément stupéfait. Après cela, le roi démon s'approcha de lui et déclara que ce n'était pas suffisant. En réponse, Alan demanda calmement s'il était certain. Il révéla alors que c'était la raison même pour laquelle il avait créé plus de golems. Bientôt, toute la zone fut remplie de fumée.
Quand elle se dissipa, le roi démon se tenait là, haletant. Malgré tout, il sortit victorieux après avoir vaincu chaque golem. Il déclara alors que son corps se sentait léger et que personne ne l'avait fait combattre aussi durement au cours des 1000 dernières années. Alors, il exprima même sa gratitude d'avoir été rappelé à sa propre force. Cependant, Alan remarqua que quelque chose semblait étrange, ce qui fit que le roi démon se retourna vers le château. Là, il vit Alan révéler que la bataille n'avait pas été facile, puisque le roi démon ne l'avait jamais remarqué entrer dans le château. Enragé, le roi démon commença à le maudire. Il affirma ensuite qu'il n'avait fait que jouer le jeu, mais qu'Alan avait dépassé les bornes. Alors il déclara qu'Alan paierait de sa vie pour être entré dans son château. Mais Alan demanda calmement ce qu'il entendait par jouer le jeu et s'il croyait vraiment avoir été celui qui contrôlait. En entendant cela, le roi démon fut pris de choc. À ce moment-là, Alan leva le bras. Aussitôt, il invoqua un autre cercle magique. En conséquence, le corps du roi démon commença à geler. Remarquant cela, le roi démon s'alarma. Alan s'approcha alors de lui et demanda s'il souhaitait savoir pourquoi son corps se sentait léger ce jour-là. Il révéla alors que pendant la bataille avec ses créations, il avait donné un bœuf au roi démon afin qu'il soit un adversaire à sa mesure. Donc ce n'était pas le roi démon qui avait joué le jeu, mais Alan tout ce temps. Mais maintenant qu'il avait déjà eu son plaisir, il avait l'intention de faire les choses correctement. Alors, il tendit la main et toucha le corps du roi démon. Puis il lui fit tranquillement ses adieux. De retour au présent, dans le château du roi démon, quelqu'un appelant Alan résonna dans les couloirs. En entrant dans la chambre du roi démon, le serviteur vit Alan assis sur son trône et il le fixait silencieusement. Le hibou l'informa alors immédiatement qu'il avait enfin trouvé quelque chose. Il déclara qu'il connaissait maintenant l'emplacement des 3 aventuriers. En entendant cela, les yeux d'Alan se plissèrent. Il y a 1000 ans, la nouvelle royauté créa une loi concernant les guérisseurs. Les guérisseurs devaient déplacer des buffles sur leurs alliés, appliquer des debuffs sur leurs ennemis, et il leur était interdit de lancer des buffs sur eux-mêmes. En apparence, la loi prétendait montrer la valeur illimitée du soutien d'un guérisseur, mais en vérité, elle venait de l'envie. En raison de la punition sévère imposée à ceux qui désobéissaient, les guérisseurs furent contraints de se conformer. Après cela, les guérisseurs de haut rang restèrent en dehors du champ de bataille et se concentrèrent sur la fabrication de potions de guérison et de buffs pour les aventuriers. En conséquence, les guérisseurs de basse classe étaient traités comme des jetables qui valaient au moins que des potions. Alors qu'Alan y réfléchissait, le hibou le ramena à la réalité en lui demandant s'il écoutait. Le hibou répéta alors qu'il avait localisé les personnes dont Alan cherchait à se venger. Alors Alan répondit qu'il avait écouté et qu'il était seulement perdu dans ses pensées. En entendant cela, le hibou continua son rapport. Il parla d'abord de l'archer nommé Jude. Il déclara que Jude avait formé une nouvelle équipe et était actuellement en quête. Ensuite, il y avait le magicien nommé Bibi qui était devenu un commandant magique dans un château avec environ 30 sorciers d'élite. Le dernier était Basque qui était devenu le chef d'une guilde composée de 50 guerriers. En entendant cela, Alan se tut. Peu de temps après, il invoqua Bess, Killis et Locke. En un instant, les 3 apparurent à côté du hibou. Alors qu'Alan leur ordonnait de capturer les 3 aventuriers, le hibou se demanda nerveusement quand ils étaient arrivés derrière lui. Pendant ce temps, Alan ajouta qu'il ne se souciait pas des sacrifices tant que les guérisseurs n'étaient pas impliqués. Après avoir dit cela, il leva la potion dans sa main et la claqua au sol. Avec une froide détermination, il leur ordonna d'amener ces 3-là à genoux devant lui avant la tombée de la nuit. En recevant l'ordre, tous 3 répondirent sans hésitation. Plus tard, dans le village de Laxalbe, le groupe de Jude dit que le combat avec le dragon avait été difficile, mais que la récompense en valait la peine. Après, ils ont parlé de boissons, l'un raillant l'autre pour ne jamais manquer un jour. Tandis qu'ils se chamaillaient, Jude a soudainement remarqué quelqu'un l'observant depuis l'allée. Sentant le danger, il a vite tourné la tête dans cette direction. Pourtant, il n'y avait personne. Malgré tout, il a sorti son arc, le tendant vers l'allée. Voyant ça, ses compagnons ont vite demandé ce qui n'allait pas. Les ignorants, Jude a ordonné à la personne cachée de sortir car son aura meurtrière ne pouvait être dissimulée. Aussitôt, elle est apparue, disant que Jude méritait sa réputation de meilleur archer et qu'elle avait compris qu'elle devait se montrer. En l'entendant, Jude et les autres furent stupéfaits. La femme s'est alors révélée être Beth, une subordonnée du roi démon, et leur a dit que le roi démon souhaitait voir Jude. Sur ce, elle l'a exhorté à ne pas résister et à simplement mourir. Pendant ce temps, dans un certain château, quelqu'un s'est précipité pour informer Bibi que leur barrière magique avait été brisée. En apprenant que sa barrière était brisée, elle n'arrivait pas à y croire et a remis en question la puissance de l'armée ennemie. Cependant, son subordonné l'a informé avec hésitation que ce n'était pas une armée. En entendant cela, elle s'est tournée vers lui avec une expression confuse. À l'extérieur du château, l'intrus était déjà arrivé et c'était Killis, lui aussi subordonné du roi démon, et il était venu seul. Pendant ce temps, à l'entrée de la base de la guilde de Basse, les gardes se plaignaient de toujours monter la garde sans qu'il ne se passe rien et un autre était d'accord. Soudain, ce même garde a remarqué quelque chose qui approchait. En entendant cela, l'autre s'est tourné dans cette direction, confus. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, une puissante attaque les a frappés.
La force de l'impact a fait exploser les portes de la base, surprenant tout le monde à l'intérieur. Immédiatement, les guerriers se sont tournés vers l'entrée alarmés. Au même moment, le subordonné de Basque a immédiatement ordonné à tous de se préparer au combat. Alors les guerriers ont rapidement levé leurs épées. Ils ont ensuite attendu que l'intrus bouge. Cependant, ils n'ont rencontré que le silence. Mais sans avertissement, une main a soudainement émergé de la fumée. Elle a attrapé la tête d'un guerrier proche et l'a traîné à l'intérieur de la fumée. Les seuls sons qui ont suivi furent tracas ses cris. Ils ont aussi entendu des appels désespérés à l'aide, mais aucun des autres n'a osé bouger. Quelques instants plus tard, quelque chose a jailli de la fumée et a frappé le pied d'un autre guerrier. Quand il a baissé les yeux, il a vu que c'était la tête coupée de son camarade. Peu après, ils ont entendu l'intrus annoncer sa présence d'un ton moqueur. Quand ils ont levé les yeux, ils ont vu une main tachée de sang, et devant eux se tenait Locke, un subordonné du roi démon. Sans plus attendre, Locke a demandé si Basque était présent. Il a ensuite regardé vers le trône et a demandé si c'était lui, Basque. En réponse, Basque a dit qu'il était entré juste pour lui, donc il devait déjà savoir qui il était. Sur ce, Locke a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de capturer Basque vivant. En entendant cela, Basque a demandé s'il pensait vraiment que c'était possible. Immédiatement, Locke a fait son mouvement et s'est précipité vers lui, en déclarant qu'il pouvait certainement y arriver. Cependant, le vice-capitaine de Bass est intervenu pour s'interposer. Le vice a alors déclaré que Locke n'approcherait pas leur capitaine. En réponse, Locke l'a traité d'insignifiant et lui a ordonné de s'écarter. Sur ce, il a plongé ses mains directement dans le corps du vice-capitaine. Voyant cela, le vice-capitaine s'est figé sous le choc. Au même moment, les autres guerriers ne pouvaient cacher leur inquiétude pour lui. Pendant ce temps, Basque brûlait de fureur à cette vue. Alors il s'est levé et a traité Locke de bâtard. Voyant cela, Locke a jeté le vice-capitaine de côté avec désinvolture. Au même instant, Basque a balancé son épée sur Locke, mais Locke a bloqué l'attaque avec ses bras nus. Pourtant, l'impact fut si puissant qu'il a secoué les environs. En voyant cela, les guerriers proches s'émerveillaient de la force de leur capitaine, clairement d'un autre niveau. Bass a ensuite continué à balancer son épée et à presser son attaque, tandis que Locke bloquait et déviait chaque coup avec ses bras nus. Pourtant, Bass chargeait sans relâche, alors Locke a évité son coup. À ce moment-là, il a trouvé une ouverture pour riposter. Remarquant cela, Basque a esquivé à la hâte, mais il a tout de même reçu une coupure sur le visage. Après cela, Locke a attaqué sans pitié. À un moment donné, il a levé la jambe et a donné un coup de pied direct à la mâchoire de Basque. En conséquence, le coup a laissé Basque momentanément inconscient. Malgré cela, Locke ne s'est pas arrêté et a tordu son corps pour un autre coup. Cette fois, il a visé la poitrine de Basque. D'un seul coup de pied, l'armure de Basque s'est brisée et il a été projeté en arrière par l'impact, luttant également pour reprendre son souffle. Voyant cela, Locke a demandé si Basque était déjà fatigué car il voulait profiter du combat plus longtemps. Mais comme il devait bientôt rentrer, il a décidé qu'il était temps de se battre sérieusement. En entendant qu'il n'avait pas combattu sérieusement, les guerriers furent inquiets, choqués et s'interrogèrent sur sa véritable force. D'autre part, Basque a ordonné à Locke d'arrêter de bluffer, mais Locke a demandé s'il croyait vraiment que c'était du bluff. Il a ensuite invoqué un liquide noir de ses veines et l'a transformé en une arme solide. Avec une fausse ombre dans les mains, il a déclaré que le bluff n'était que pour les faibles. Après cela, il a défié Bass de l'attaquer. En entendant cela, Bass est devenu encore plus en colère. En un instant, il s'est déplacé à une vitesse incroyable, ce qui a fait sourire Locke. Il a ensuite levé sa faux en avant, tandis que Bass se précipitait vers lui avec son épée. Soudain, Basque a bondi dans les airs et a attaqué d'en haut. À ce moment-là, une lumière immense a inondé les environs et a même atteint les portes à l'extérieur. Après un moment, la lumière s'est estompée en une épaisse fumée. À l'intérieur de la base, l'air était rempli de fumée et les corps blessés des guerriers gisaient éparpillés sur le sol. Pourtant, une silhouette restait agenouillée au milieu de la brume. C'était Basque, mais il était maintenant gravement blessé, son épée brisée. Voyant cela, Locke a remarqué qu'il avait fait une erreur en contrôlant son pouvoir. Sur ce, il a demandé d'un ton moqueur si Basque était toujours en vie. Ignorant cela, Basque a demandé qui avait envoyé quelqu'un comme lui. Soudain, son expression s'est tordue de choc alors que Locke lui a donné un coup de poing dans l'estomac et l'a assommé. Après cela, Locke lui a dit qu'il verrait la personne bientôt. Ensuite, Basque a finalement ouvert les yeux et a vu un endroit inconnu. Alors, il a commencé à se demander où il était. Soudain, il a remarqué qu'ils étaient entourés par les subordonnés du roi démon. À ce moment-là, Bibi a remarqué qu'il s'était réveillé et a commencé à demander dans quelle situation il se trouvait maintenant. En la voyant, il a commencé à demander pourquoi ils étaient là. Jude a alors demandé quel problème Basque avait causé, qui les avait affligés, mais Basque a dit qu'il avait seulement perdu contre quelqu'un d'inconnu. En entendant cela, Kilis a dit que le roi démon avait ordonné qu'on les amène là et qu'il semblait qu'il Lavinia a mis en colère. Cependant, Jude a dit qu'il n'avait jamais approché le château du démon et Basque a demandé s'il s'était trompé de personne.
Après cela, il a dit à Bibi de retirer la magie pour qu'il puisse tuer leur ravisseur, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas. En entendant cela, Locke a demandé s'il était courageux ou stupide de riposter après avoir été si mal battu. Cependant, Beth a ordonné à tout le monde de se taire car le roi démon arrivait. À ce moment-là, Alan est apparu d'un portail, il en est ensuite sorti et s'est lentement approché de Basque. Après cela, il a dit que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. En entendant cela, Basque et les autres furent choqués. Basque a alors crié d'incrédulité et a demandé si Alan était vraiment le roi démon. Pensant que c'était une blague, il a commencé à rire et s'est demandé si c'était une sorte de mise en scène. Alors qu'il continuait à traiter Alan de chien, Beth écoutait silencieusement ses paroles. Furieuse de ses insultes, elle a serré les dents et a immédiatement lacéré la bouche de Basque. En conséquence, sa langue a été blessée et ses dents sont tombées au sol. Voyant Basque dans cet état, Jude et Bibi ont tremblé de peur. Alors que Beth était toujours furieuse, Alan a remarqué que Basque était lent à comprendre la situation. Cela mis à part, il s'est approché d'eux et a déclaré qu'il allait maintenant expliquer pourquoi ils étaient là. Il a révélé qu'il se trouvait au dernier étage du château du roi démon où existait un cercle magique légendaire. Il s'est ensuite tourné vers Bébé et a dit qu'elle devait le connaître puisque tous les étudiants en magie en avaient entendu parler une fois. En entendant cela, elle a vite compris ce qu'il voulait dire. Il a ensuite confirmé que c'était un cercle magique capable de ressusciter les morts. À cet endroit, il utiliserait l'énergie vitale de ceux qui avaient tué Maid. Et avec cela, il a déclaré qu'il la ressusciterait. En entendant cela, Bass a désespérément essayé de l'arrêter. Cependant, Alan l'a ignoré et a activé le cercle magique. Instantanément, les trois furent entourés par le motif lumineux au sol, la puissance écrasante s'abattant sur eux d'un coup. Bibi a crié de douleur alors que son énergie vitale était drainée de son corps. Jude a également souffert d'une douleur immense alors que son visage commençait à vieillir visiblement. Pendant ce temps, Alan les regardait simplement et continuait de sourire tandis que leurs cris résonnaient dans la chambre. À ce moment-là, Basque a regardé Alan et a essayé de crier quelque chose. Cependant, son corps a vite été enveloppé de lumière et il a finalement disparu. Le château du roi démon a alors été rempli d'une immense radiance provenant du cercle magique. Alors qu'une épaisse fumée emplissait les environs, Alan a appelé le nom de Mighty. Peu après, la fumée s'est lentement dissipée à l'hôtel. Cependant, seuls des squelettes sont apparus à sa place. Voyant cela, Alan s'est figé sous le choc. Incrédule, il a demandé pourquoi le résultat s'était avéré ainsi. Après tout, il croyait qu'il n'y avait rien de mal avec la magie elle-même. Cependant, il s'est soudainement souvenu des mots que Basque avait essayé de crier plus tôt. Il s'est rappelé avoir entendu le nom de Mehdi et le mot « vivante ». De ces mots faibles et peu clairs, il a réalisé que Basque avait essayé de dire que Mehdi était toujours en vie. Comprenant cela, il fut complètement choqué. Au même moment, dans un lointain manoir, une jeune fille se tenait tranquillement sur un balcon, mais cette jeune fille n'était autre que Mehdi, qui était bel et bien toujours en vie. Quelques jours plus tard, Killis fut envoyé dehors. Pendant ce temps, il remarqua quelque chose à proximité. Là, il vit un village voisin en train de brûler. Intrigué par cela, il se téléporta rapidement de la pierre où il se reposait. Au village, un groupe de soldats avait reçu l'ordre de capturer les elfes et de tuer quiconque résistait. Dès réception de l'ordre, les soldats se sont précipités. Voyant cela, les elfes ont commencé à fuir. Mais l'un d'eux fut rapidement frappé par une flèche et bientôt d'autres corps tombèrent sans vie au sol. Au même moment, les elfes qui ne résistèrent pas furent capturés, tandis que ceux qui résistèrent furent impitoyablement massacrés. Soudain, un enfant parmi eux a crié aux soldats de rendre ses parents, mais ils ont refusé d'écouter, alors il a crié fort à nouveau. Agacé par cela, un soldat s'est précipité vers l'enfant en déclarant qu'il ne ferait preuve d'aucune pitié, même envers un enfant. Alors que la lance atteignait l'enfant, celui-ci ferma les yeux de peur. Mais il ne ressentit aucune douleur. Alors il ouvrit les yeux. En levant les yeux, il vit que la lance avait été arrêtée par une autre main. Le soldat regarda aussi et il vit un monstre se tenir devant lui. Surpris par cela, il recula précipitamment. À ce moment-là, Killis apparut et demanda pourquoi il faisait cela. Le soldat réalisa alors rapidement qu'il était un démon, mais une voix derrière commença à demander qui était Killis. Alors il s'est retourné et a vu que c'était ses camarades. Killis a alors déclaré qu'il ne pouvait ignorer ce qui se passait. Il a donc demandé que les elfes soient libérés car ils ne souhaitaient pas se battre. Cependant, le capitaine a dit que leur armée ne reviendrait pas les mains vides et a dit à Killis de partir. Soudain, Beth est apparue et a demandé ce qui se passait. Elle a ensuite rappelé à Killis que le roi démon cherchait Méiti et qu'il pourrait être bientôt nécessaire. Cependant, la mention du roi démon a stupéfié le capitaine. Killis a alors dit à Beth qu'il souhaitait résoudre la situation et lui a demandé son aide, ce à quoi elle a répondu qu'il était trop mou. Immédiatement après, le capitaine a ordonné aux soldats de les tuer tous les deux. Les soldats ont alors chargé, mais Beth s'est déplacée à la vitesse de la lumière, alors elle les a rapidement rencontrés de front. Elle était si rapide qu'aucune de leurs attaques ne pouvait la toucher. Avec une précision sans effort, elle a pointé un soldat et lui a ordonné de dormir.
En conséquence, il s'est effondré instantanément. Elle s'est ensuite précipitée à travers le reste des soldats et les a frappés un par un. Quand elle a finalement cessé de bouger, les soldats qu'elle avait touchés étaient laissés dans un état second. Peu après, ils sont tombés inconscients. Avec cela, ils gisaient éparpillés sur le sol. Témoin de cela, le capitaine est devenu hésitant. Pendant ce temps, Killis a ressenti une vague de jalousie de voir avec quelle facilité Beth avait vaincu l'ennemi sans prendre de vie. Il a ensuite resserré sa prise sur son arme et s'est demandé s'il devait faire de même. De retour au château, Alan a convoqué Locke. En réponse, Locke lui a demandé ce que c'était, alors il lui a demandé quel genre de personnalité avait Killis. Locke a alors dit que Killis souriait toujours et partageait rarement ses vraies pensées, donc il était difficile à comprendre. Après avoir entendu cela, Alan a ensuite demandé quelle était la force de Killis par rapport à Locke. Locke a répondu qu'il pourrait déchirer Killis s'il pouvait mettre la main sur lui. De retour au village, Killis lève son bâton et active la magie de son arme. Bientôt, d'autres monstres ont commencé à émerger. Avec cela, le capitaine et les soldats restants sont restés silencieux devant cette vision terrifiante. Au même moment, Locke a commencé à réfléchir plus prudemment à Killis et à quel point il ne serait pas facile de mettre la main sur lui avec une armée de monstres à ses ordres. Immédiatement, les monstres ont commencé à combattre les soldats, tandis que l'un d'eux est resté près de l'enfant elfe. Alors qu'il se tournait vers l'enfant, le garçon s'est figé sous le choc, mais il a réussi à offrir un doux sourire. Par conséquent, cela a laissé le monstre stupéfait. Pendant ce temps, les monstres se sont précipités en avant, où l'un d'eux a facilement saisi un des soldats. Il l'a ensuite jeté en avant, tandis qu'un autre monstre a ensuite bondi dans les airs et a donné un coup de pied au soldat en plein vol. En conséquence, il a été assommé par l'impact. Après avoir maîtrisé l'ennemi, le monstre s'est tourné vers un autre soldat proche. Le monstre a alors disparu de la vue du soldat et est apparu devant lui. Il a ensuite tenté de frapper avec sa queue, mais Killis l'a averti de ne pas tuer. L'attaque s'est donc arrêtée instantanément, laissant le soldat s'effondrer de peur. Voyant cela, Beth a rappelé à Killis qu'il n'y aurait pas de fin à la bataille s'il refusait de tuer. Elle l'a aussi accusé d'être trop mou et tout ce qu'il a pu faire en réponse fut de s'excuser. Pendant ce temps, le capitaine a saisi son épée et a réprimandé ses subordonnés pour avoir échoué contre des démons de basse classe. En entendant cela, Killis s'est alarmé. Le capitaine a alors activé son épée et s'est préparé à frapper. Alors Killis a ordonné à ses monstres d'esquiver, mais le capitaine s'est déplacé rapidement et a tranché les monstres devant lui. Après cela, sa lame fut trempée de leur sang. Pourtant, il a de nouveau frappé sans hésitation en déclarant qu'il les détruirait tous ici. Enragé, Killis a resserré sa prise sur son bâton. Il a alors réalisé que les mots ne fonctionneraient plus. Il a donc activé son bâton une fois de plus et a invoqué un cercle magique beaucoup plus grand. La vue a surpris le capitaine, mais les environs sont restés silencieux, alors il a cru que rien ne s'était passé. Mais l'instant d'après, quelque chose a frappé son visage. Ensuite, son corps a été projeté par un bras massif qui a surgi de nulle part et l'a frappé. Avant qu'il ne puisse se rétablir, une autre main est apparue sous lui. Il fut de nouveau frappé et projeté une fois de plus. À cause de cela, il avait du sang qui sortait de sa bouche. Soudain, un portail s'ouvrit alors devant lui, d'où un pied massif émergea et le piétina au sol. L'impact fut si violent que Beth et les soldats restants furent contraints de se protéger du vent hurlant. Après un moment, la fumée autour du pied écrasant commença à se dissiper, mais le sol continuait de trembler. Sous le pied, le capitaine a forcé le pied massif vers le haut tout en demandant à Killis s'il pensait qu'il perdrait, surtout face à un simple démon comme lui. Avec une poussée de force, il a repoussé le pied et s'en est rapidement échappé. Il a ensuite chargé vers Killis, décidant que le combat à longue portée était trop dangereux puisque les attaques pouvaient venir de n'importe quelle direction. Mais il s'est aussi souvenu de la plus grande faiblesse des invocateurs. Et alors qu'il s'approchait de Killis, il est devenu certain que la vraie cible était l'invocateur lui-même. Mais avant que l'épée du capitaine n'atteigne Killis, elle s'est arrêtée en plein air. Un portail est alors apparu. Et avant que le capitaine ne puisse réagir, une main l'a saisi. Avec cela, il fut fermement maintenu. Killis a alors remarqué que c'était un bon plan de s'approcher de lui, mais il s'est demandé si le capitaine croyait vraiment que ce serait si facile. Sur ce, il a permis à la main invoquée de l'écraser. Le capitaine a alors crié de douleur et a traité Killis de démon pathétique. Pourtant, Killis est resté impassible. Alors que le capitaine continuait à crier à l'aide, Killis s'est tourné sur le côté et il a vu l'enfant elfe trembler. Voyant cela, il a réalisé qu'il effrayait l'enfant, alors il a décidé de libérer le capitaine. Avec cela, l'homme s'est effondré sur le sol. En observant tout cela, Beth ne put que se confirmer que Killis était encore bien trop mou. Bientôt, le village elfe redevint silencieux et les elfes capturés furent enfin libérés. Killis leur a alors dit qu'ils étaient en sécurité, mais ils ne l'ont remercié qu'avec prudence. Il a aussi remarqué comment certains elfes évitaient son regard et d'autres tremblaient. Sur ce, il a commencé à se demander s'ils avaient peur de lui. Comprenant cela, il a choisi de partir avec Beth en disant qu'ils avaient encore d'autres choses à faire. En écoutant cela, Beth n'a pu que soupirer. Après cela, ils ont continué à marcher hors du village. Cependant, l'enfant elfe les a également suivis. Killis a alors regardé en arrière et l'a remarqué.
Il a donc demandé pourquoi ils les suivaient, eux qui étaient d'un des gens dangereux, et l'a exhorté à rentrer avant de se perdre. Après cela, ils ont continué à marcher, mais l'enfant a continué à les poursuivre. Alors Kilis s'est senti mal à l'aise, surtout quand il a remarqué les larmes qui marquaient encore le visage de l'enfant. Il n'a pas pu s'empêcher de voir son jeune lui-même dans l'enfant, quelqu'un qui avait autrefois vécu la même situation difficile. Cette prise de conscience le laissa en conflit et il laissa échapper un soupir. Voyant cela, l'enfant pensa que Kilis le rejetait encore. Alors il baissa la tête, mais Kilis tendit soudain la main. Immédiatement, l'enfant l'a suivi, où Kilius lui a même tenu la main doucement. Beth les a observés et s'est demandé ce que le roi démon dirait à ce sujet. Pendant ce temps, à la capitale, le capitaine est arrivé et s'est approché du trône. Il s'est ensuite présenté comme Caïn, membre de la garde royale. Après cela, il s'est agenouillé pour saluer le roi. Mais le roi a rejeté les formalités et l'a ridiculisé pour avoir échoué à capturer un seul elfe. Caïn s'est alors excusé et a expliqué que des individus étranges étaient intervenus. Il a également expliqué qu'ils étaient probablement des subordonnés du roi démon. En entendant cela, le roi lui a ordonné de tuer tous les elfes et de n'en laisser aucun en vie, craignant des rumeurs d'aide du roi démon. Il a également déclaré qu'il devrait tuer le nouveau roi démon et a ordonné à Caïn de convoquer le guerrier de légende. Plus tard, dans un domaine en dehors de la capitale, un homme coupait du bois. Lorsque sa femme l'a appelé, il s'est alors tourné vers elle, mais il a vu une autre personne debout à côté d'elle. Le visiteur a alors informé l'homme nommé Trios qu'il était venu livrer un ordre. En réponse, Trios s'est immédiatement avancé. Il a ensuite lu la lettre et a appris qu'il avait reçu l'ordre de mener un raid contre le roi démon. Pendant qu'il lisait, sa femme s'inquiétait de plus en plus. Malgré tout, il a pris son arme et l'a assuré qu'il reviendrait. Après avoir dit cela, il est parti et elle n'a pu que le regarder s'en aller. Alors qu'elle se tenait là, elle repensait à la facilité avec laquelle il la quittait à chaque fois. Bien qu'elle comprenne le poids de ses responsabilités, elle se demandait toujours si c'était trop égoïste de souhaiter qu'il promette de revenir juste une fois. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était espérer qu'il soit en sécurité et lui souhaiter bonne chance pour son voyage. De retour au château du roi démon, Locke sentit ses joues se faire pincer. En voyant cela, Kilis perçut l'aura meurtrière émanant de lui après avoir été étiré par l'enfant elfe. Pendant ce temps, Alan demanda à Kilis qui était cet enfant. Kilis expliqua alors que l'enfant avait survécu à l'attaque du village elfe où ses parents étaient à mort et qu'il s'était retrouvé avec lui. Sur ce, il demanda à Alan de lui permettre de garder l'enfant. Alan soupira alors, mais il lui dit qu'il pouvait le faire si c'était vraiment ce qu'il désirait. Après avoir entendu cela, Kilis le remercia sincèrement. Ensuite, Alan jeta un coup d'œil à l'enfant. L'enfant jouait maintenant joyeusement avec Hibou et il réalisa que le château serait probablement bien plus bruyant à partir de maintenant. Mais avant qu'il ne puisse achever cette pensée, quelqu'un l'appela. Il se tourna alors vers la personne et vit son bras droit, Plama, qui l'informait qu'il avait l'intention de partir immédiatement pour la mission qu'il lui avait confiée. Plama expliqua également que la destination était plus éloignée que prévu et que la mission pourrait prendre un certain temps. Les autres écoutaient nerveusement tandis qu'Alan acceptait le plan de Plama et lui disait de bien s'en occuper. Après avoir entendu cela, Plama confirma ses instructions et disparut immédiatement. Même ainsi, Alan se sentait un peu mal à l'aise de lui avoir demandé une telle faveur. Mais il ne pouvait qu'espérer que Plama accomplirait bien la tâche. Pendant ce temps, Trios, le guerrier légendaire, était connu pour sa grande force, mais il vivait caché car ce rôle ne lui convenait pas du tout. Par conséquent, il n'apparaissait vraiment que lorsqu'il était convoqué par le roi. Après avoir reçu l'ordre, il se hâta vers la capitale où de nombreux aventuriers s'étaient rassemblés. Il annonça alors qu'il choisirait des membres pour rejoindre la mission contre le roi démon. Il déclara également que ne pas se mettre en travers de son chemin serait amplement suffisant. Sachant qu'il se dirigerait directement vers le château du roi démon, il décida de sélectionner d'abord le guérisseur qui pourrait le soutenir correctement. Alors que Trios observait la foule, son attention fut attirée par une jeune fille aux cheveux roses. Après tout, elle était entourée d'une aura immense et absolument indubitable. Sachant cela, il la choisit immédiatement comme guérisseuse. Ensuite, il sélectionna plusieurs autres membres, comme l'homme aux cheveux longs, un chevalier, un autre guerrier et 3 aventuriers supplémentaires. Une fois le groupe complet, il annonça qu'il partirait le lendemain et que les récompenses seraient doublées s'il réussissait. Cependant, l'un des aventuriers s'avança et l'exhorta à attendre. L'archer se déclara alors le plus renommé de la région et exigea de savoir pourquoi il n'avait pas été choisi. Il remit également en question le droit de Trios de choisir les membres et contesta comment quelqu'un avec une vieille hache pouvait être le guerrier de légende. En entendant cela, Trios resta silencieux. Il leva alors simplement sa hache vers l'archer. Méprenant le geste, l'archer supposa que Trios voulait le combattre. Mais Trios lui intima de ne pas bouger. Confus, l'archer hésita. Ignorant la confusion de l'archer, Trios inspira profondément et concentra toute sa force dans son arme. Il balança alors la hache en avant avec une force absolument écrasante. L'impact créa ensuite une onde de choc assez puissante pour repousser la jeune fille aux cheveux roses et les aventuriers environnants de leur position. La fente déchira le mur du bâtiment et continua vers l'extérieur. Après cela, l'archer resta figé en voyant les murs derrière lui fendus proprement en deux.
Se retournant, il réalisa que même les sols avaient été tranchés. Et au-delà du bâtiment, le terrain extérieur avait été creusé. De plus, la fente avait même coupé une montagne lointaine en deux. Voyant cela, la jeune fille aux cheveux roses regarda avec incrédulité. Tout comme elle, les autres furent choqués par la vue de la montagne fendue. Tandis que l'archer commençait à trembler, Trios lui dit que même une telle puissance écrasante était presque inutile à l'intérieur du château du roi démon. Après tout, le château était leur demeure close remplie de pièges et de magie imprévisible. Donc dans un tel endroit, les archers n'étaient là que des fardeaux, et la force brute était l'avantage le plus fiable. Ainsi, en ce qui concernait la force, Trios seul était plus que suffisant. Sur ce, il se tourna pour partir, cependant la jeune fille aux cheveux roses se précipita après lui, alors il s'arrêta et lui fit face. Sur ce, elle demanda immédiatement s'il était vraiment le guerrier de légende. Pendant ce temps, au château du roi démon, Hibou appela Alan en toute hâte. Il l'informa alors qu'ils avaient un problème car le guerrier de légende avait été dépêché pour les attaquer. En entendant ce titre, Alan le trouva impressionnant, mais Locke dit que les grands titres cachaient souvent une force plus faible. Cependant, Al révéla que le guerrier avait fendu une montagne en deux, ce qui signifiait qu'il était bien plus fort que prévu. Dès que Locke entendit qu'une montagne avait été fendue, il s'y intéressa. Alors il demanda à Alan de lui permettre de s'occuper du guerrier de légende. En entendant cela, Alan resta silencieux un instant, mais il vit à quel point Locke était impatient, alors il accepta finalement et lui rappela de gérer la menace discrètement. Après avoir entendu cela, Locke s'inclina et accepta l'ordre. Après cela, il partit immédiatement. Cependant, Hibou ne put s'empêcher d'imaginer comment Locke comptait gérer un adversaire aussi puissant discrètement. En y pensant, il trouva cela étrange. Plus tard, à l'auberge où séjournaient les guerriers choisis, la jeune fille aux cheveux roses dormait paisiblement. Soudain, un éclat de lumière traversa son visage. Alors elle s'assit et remarqua que la lumière venait de la fenêtre. Curieuse, elle s'en approcha pour voir ce qui se passait au milieu de la nuit. Mais quand elle regarda dehors, elle fut choquée, un trou massif était apparu et à l'intérieur se tenait quelqu'un face à Trios. Pendant ce temps, Trios dit à Locke que son arrivée était inattendue. En réponse, Locke expliqua qu'il avait reçu l'ordre de s'occuper de lui discrètement. En entendant cela, Trios apprécia que personne d'autre n'ait été blessé jusqu'à présent, mais Locke rejeta toute prétention de politesse. Sur ce, il se concentra intensément sur Trios. À ce moment-là, il sentit l'aura écrasante entourant le guerrier de légende, alors il ressentit une montée d'excitation à l'idée de pouvoir le combattre. Trios resserra alors sa prise sur sa hache et pressa Locke de l'attaquer. Immédiatement, les deux silhouettes disparurent de la vue alors que leur mouvement les lançait dans le combat. Locke leva alors la main et invoqua son arme. Il la serra alors fermement et s'entrechoqua avec la hache de Trios. Mais Trios déplaça rapidement son arme dans son autre main et lança une attaque rapide. Voyant cela, Locke invoqua un autre objet qui se transforma en bouclier. Ainsi, cela lui permit de bloquer le coup. Cependant, l'impact le força à reculer. À cet instant, il réalisa que Trios possédait une puissance bien au-delà de celle d'un humain ordinaire. Pendant ce temps, Trios ne perdit pas de temps et chargea de nouveau en avant. Alors Locke hésita brièvement, pourtant il réussit à dévier l'attaque d'un coup de pied puissant, ce qui força Trios à perdre sa prise sur sa hache. En conséquence, l'arme tomba au sol, mais aucun d'eux ne ralentit. Locke se précipita en avant avec son poing et Trios imita le mouvement. Leurs coups de poing entrèrent en collision, mais la force de Trios prévalut, en voyant Locke voler en arrière. Malgré le coup, Trios refusa de céder et chargea Locke une fois de plus, mais Locke continua de sourire. Il souleva alors une portion massive du sol et utilisa sa force considérable. Après cela, il lança l'énorme rocher sur Trios. Trios se prépara alors, son poing prêt. Sans hésitation, il frappa le rocher avec une puissance formidable et le rocher fut secoué. Après cela, des fissures se propagèrent rapidement sur sa surface. Alors que les morceaux brisés tombaient, Locke émergea de derrière eux. Il visa alors son prochain coup en disant que c'était une bataille plutôt amusante, mais cette fois, il se prépara à porter un coup assez fort pour endormir Trios. Cependant, Trios remarqua le poing de Locke qui approchait, alors il l'esquiva rapidement. Il prépara alors immédiatement son propre coup et porta un puissant coup au flanc de Locke. L'impact fit jaillir du sang de la bouche de Locke et l'envoya voler dans les airs. Même énorme, il réussit à déployer ses ailes juste à temps et arrêta sa chute. Avec une force renouvelée, il plongea de nouveau vers le bas. Alors qu'il descendait, il leva sa jambe pour frapper Trios. Grâce à sa détermination, le coup de pied atterrit avec une puissance formidable mais fut bloqué par le bras de Trios. Quoi qu'il en soit, le sol sous eux se fissura sous la force. Malgré cela, Trios resta indemne. Voyant cela, Locke fut choqué et se demanda ce qui se passait avec le corps de Trios. Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, sa vision se brouilla. Trios avait attrapé sa jambe et commença à le faire tournoyer. D'un mouvement puissant, Trios projeta Locke de l'autre côté, si bien qu'il fut de nouveau envoyé voler et s'écrasa contre un énorme rocher.
À cause de cela, la fumée et les débris emplirent de l'air. Mais Locke en émergea et se précipita de nouveau en avant. Il visa Trios et lui envoya une série de coups de poing rapides que celui-ci bloqua chacun avec ses bras. Dans cet échange, Locke admit silencieusement que la force brute ne suffirait pas. Il devait donc compter sur des attaques combinées et la vitesse. Cependant, Trios resta entièrement concentré. Soudain, il disparut et réapparut derrière Locke. Locke fut surpris par cela et ne savait même pas quand Trios savait bouger. Il tenta alors un autre coup de poing, mais Trios l'arrêta en lui saisissant la main. Trios commenta alors qu'il trouvait cela étrange, puisque Locke possédait la capacité de créer des armes, mais qu'il se battait uniquement avec ses poings après avoir perdu sa hache. Locke insista alors qu'il voulait simplement un combat au poing, parce que Trios n'avait pas d'armes, mais Trios douta de lui et demanda s'il le sous-estimait. Locke recula alors rapidement et mit de la distance entre eux. Soudain, Trios admit que perdre son arme était une erreur dans une bataille à mort et récupéra sa hache. Sur ce, il exhorta Locke à donner tout ce qu'il avait et il promit de faire de même. Bien qu'initialement surpris, Locke ferma les yeux un instant et accepta le défi. Il créa alors une autre arme sur le champ et révéla ses ailes une fois de plus. Au même moment, il pensa que cela pourrait bien être la fin pour lui. Pendant ce temps, Trios commença à l'évaluer attentivement. Il vit que la posture de Locke était devenue ferme et équilibrée, adaptée à la fois à la défense et à l'attaque. De plus, il comprit aussi exactement ce que cela signifiait. Reconnaissant la détermination de Locke, il adapta son expression à la gravité du moment. Locke chargea alors à toute vitesse, alors Trios se prépara et s'apprêta à riposter. Immédiatement, Locke balança son épée en avant de toute sa puissance, alors Trios riposta. Leurs armes se rencontrèrent alors au milieu, et lorsqu'elles entrèrent en collision, elles libérèrent un éclat de lumière aveuglant qui remplit les environs. Quand la lumière s'estompa enfin, la fumée recouvrit la zone. Alors qu'elle se dissipait, la hache de Trios apparut, mais une longue fissure se fendit soudainement sur sa surface. Voyant sa hache s'effriter, Trios ne montra aucune surprise. Au lieu de cela, il regarda la silhouette se tenant devant lui et remarqua qu'il était impressionnant que Locke ait brisé sa hache. Mais Locke ne fit que jurer en réponse. Même s'il était malmené et épuisé, il avertit Trios de ne pas se montrer trop arrogant. Cependant, Trios dit que Locke aurait pu avoir une chance s'il avait accepté leur différence et utilisé son arme correctement. Sur ce, il qualifia Locke d'imprudent et de stupide. Pourtant, Locke insista sur le contraire et déclara que même dans un autre combat, il ferait les mêmes choix. Après avoir dit cela, il exhorta alors Trios à l'achever. En écoutant cela, Trios le regarda profondément. Après cela, il se prépara à frapper. Alors Locke inclina la tête en s'excusant silencieusement auprès du roi démon. Mais quand le coup atterrit, Trios remarqua qu'il savait déjà que Locke dirait quelque chose comme ça. En entendant cela, Locke fut confus. Trios expliqua alors que sa mission était de tuer le roi démon et non lui. Mais Locke le traita d'idiot et s'exclama qu'il pouvait très bien se relever et le tuer. En entendant cela, Trios ne fit que soupirer et le qualifia de chevalier, mais Locke fut déconcerté par cela. Alors Trios expliqua qu'un chevalier est loyal envers son chef, destiné à mourir pour ses convictions, et choisit la mort plutôt que la défaite. Locke écouta alors Trios expliquer qu'il avait déjà admis sa défaite et ne l'attaquerait donc plus. Il avait également remarqué la posture et la manière de Locke plus tôt, alors il reconnut immédiatement qu'il était un fier chevalier. Plus tard, au château du roi démon, Locke fit irruption par la porte. Ibu se précipita alors vers lui et demanda ce qui s'était passé. Mais voyant son état, il insista sur le fait qu'il avait besoin de soins. Cependant, Locke les ignora et marcha droit vers Alan. Sans hésitation, il s'agenouilla devant lui. Il déclara alors qu'il avait perdu en tant que chevalier et devait quitter le château du roi démon pour un certain temps. En entendant cela, Alan fut visiblement surpris, mais il vit les yeux et l'expression déterminée de Locke, alors il lui accorda la permission. Après avoir entendu cela, Locke le remercia sincèrement, après quoi il se leva et marcha vers la porte. Après sa disparition, Ibu se demanda ce qui s'était passé, mais il fut interrompu par l'enfant elfe qui pleurait le départ de Locke. Alors Ibu ordonna hâtivement à l'enfant de se taire malgré son insistance. Pendant ce temps, Killis réfléchit que le Locke qu'il connaissait préférerait mourir plutôt que d'admettre sa défaite. Mais Beth conclut que Locke était complètement vaincu et épargné uniquement parce qu'il ne représentait plus une menace. En y pensant, ils se tournèrent vers Alan, mais il était lui aussi stressé et remarqua que quelqu'un de vraiment formidable arrivait. Dehors, Locke serra le poing et il tremblait de colère. Pourtant, il ne pouvait qu'accepter son destin. Plus tôt, Trios lui avait demandé une seule faveur. Il lui avait dit que Locke était déjà mort pour lui. Alors il ordonna à Locke de quitter le château du roi démon immédiatement et cela le choqua profondément. Trios s'approcha alors de lui et lui dit que s'il n'aimait pas cet ordre, il pouvait mettre de côté sa fierté et le tuer sur le champ. En entendant cela, Locke le regarda avec surprise, mais Trios se contenta de sourire. Pendant ce temps, Alan réalisa que cette bataille serait bientôt la sienne.